Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Bonjour à tous, fin de semaine, mais début de tension dans l'actualité. Le match France-Italie sur fond d'immigration. Gérald Darmanin s'en prend à la chef d'État, Giorgia Meloni. Quel avenir pour la Turquie à quelques jours de l'élection présidentielle? Quel avenir pour nos lycées de la filière professionnelle? Emmanuel Macron sort son carnet de chèques. Que vont devenir nos petits commerçants alors que se profile la fin du bouclier tarifaire pour l'électricité? Donnez-nous votre avis sur Sud Radio 0826 300 300. Et puis notre grand débat, notez bien à 11h. Avocats, policiers, politiques, commerçants planchent sur cette question urgente. Sommes-nous capables d'enrayer le phénomène de la casse lors des manifestations? Entrez dans le débat au 0826 300 300. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous avez vos habitudes. C'est parti. Dans quel monde on vit? C'est la chronique de Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Frédéric. Bon, séance nocturne interrompue hier soir à l'Assemblée nationale. Une fonctionnaire a été victime d'un grave malaise cardiaque, réanimée par 2 députés. Oui, peu avant 23h, cette agente du service du compte-rendu a perdu connaissance. Victime d'un grave malaise cardiaque, le député RN Julien Rancoul, pompier volontaire, et la députée Renaissance Stéphanie Rist, médecin de profession, ont pu la réanimer et sans doute lui sauver la vie. Elle a ensuite été prise en charge par le SAMU qui a pu stabiliser son état et la sécuriser. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a donné ces détails. La voix blanche, visiblement troublée par l'événement qu'elle a qualifié de drame. Nous espérons tous qu'elle pourra recouvrer une meilleure santé et revenir parmi nous. Nous formons ensemble une grande communauté et je crois que dans ces moments-là, l'Assemblée nationale est forte des membres qui la composent, qu'ils soient élus ou personnel administratif. Je vous remercie en tout cas pour votre attitude ce soir. Vous avez été à ses côtés, c'est précieux. Et je propose de suspendre la séance et évidemment nous regarderons comment poursuivre nos travaux compte tenu de ce qui s'est passé. Je vous remercie. Séance interrompue après une journée qui avait déjà été agitée politiquement à 2 reprises. Le gouvernement avait été mis en minorité durant cette niche parlementaire des députés communistes sur l'abrogation définitive de l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid, puis sur le statut d'EDF 100% public. L'émotion autour de cette fonctionnaire de l'hémicycle aura sans doute été le seul moment dramatiquement consensuel d'une journée sous haute tension. Oui, le consensus, souvent dans des situations comme celle-ci. Merci Félix Mathieu, nous vous retrouvons tout au long de cette émission. Allez, on fait un match bien connu, France-Italie, mais c'est pas dans le domaine du sport. C'est le moins qu'on puisse dire particulièrement tendu. Meloni juge les propos de Darmanin. Vous comprenez, la chef d'État italienne juge inacceptable ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré. Gérald Darmanin hausse le ton face à la gestion des migrants de l'autre côté des Alpes. Et les paroles prononcées par le ministre français de l'Intérieur sont inacceptables pour les Italiens. En substance, il dit que la chef d'État italienne n'est pas capable de gérer les problèmes de migration. Pour en parler, avec nous, un grand spécialiste, Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Bonjour Patrick Martin-Genier. Bonjour Frédéric Brindel. Bon, plaisir de vous avoir parce qu'on a besoin de vos éclairages. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment tendu? C'est une histoire diplomatiquement très dérangeante? Écoutez, c'est d'abord une histoire politique à des fins de politique intérieure. Vous savez que ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin sur le fond, c'est que lorsque vous aviez un parti d'extrême droite au pouvoir, et disons très clairement que Giorgia Meloni, c'est quand même issu d'un parti néofasciste, Fratelli d'Italia, donc de l'extrême droite, qui avait mis l'immigration au centre de son programme. Et évidemment, ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin, c'est d'abord un message politique. Vous voyez, lorsque l'extrême droite est au pouvoir, sous-entendu, lorsque l'extrême droite arrivera au pouvoir éventuellement en France, elle ne fera pas mieux de ce que nous faisons. En fait, voilà. Il fait de la politique intérieure sur la scène européenne. Alors du coup, en réaction, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a indiqué annuler sa visite prévue. Ouais. Alors c'est un clin d'œil, mais c'était prévu ce soir. Les offenses contre le gouvernement de l'Italie lancées par Gérald Darmanin sont inacceptables, lui aussi. Donc ça veut dire quand même, diplomatiquement, un fait qui est très important.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses sur le plan politique. Sur le plan diplomatique, c'est bien plus délicat, car Gérald Darmanin, qui n'est jamais que ministre de l'Intérieur, attaque frontalement Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, en disant qu'elle est incapable de gérer son flux de migrants. Naturellement, c'est très très mal vécu par l'Italie. Vous savez, il y a des choses que l'on peut dire sur le plan politique, mais sur le plan diplomatique, il faut être très prudent, car la moindre bévue peut entraîner effectivement des conséquences. La première conséquence étant effectivement l'annulation de la visite d'Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, à Paris. Alors, vous avez évidemment le regard objectif du professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe, Patrick Martin-Genier. L'opposition est vent debout contre Gérald Darmanin. Côté majorité, côté gouvernement, écoutez ce matin Stanislas Guerini sur Sud Radio. Il était l'invité de Benjamin Glaise dans la matinale. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique revient sur les déclarations de Gérald Darmanin. Je pense que quand on veut régler les problèmes, il faut toujours partir du réel. Après, il faut évidemment travailler avec nos voisins italiens. Vous savez qu'on a un accord de coopération qui est très important, qui est historique. C'est le traité du Quirinale. Catherine Colonna va recevoir son homologue. On avance et les questions migratoires, elles ne peuvent se traiter efficacement qu'avec de la coopération européenne. Et c'est vraiment ce que la France est bien déterminée à faire. Bon, alors la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a demandé de nouveau à recevoir le ministre italien, qui a dit non, mais qui va revenir, on peut l'imaginer. C'est quoi cet accord, Patrick Martin-Genier ? Écoutez, c'est un accord du Quirinal qui a été signé par le président de la République Emmanuel Macron avec Sergio Mattarella, le président de la République, avec lequel M. Macron s'entend bien. Vous savez, les Italiens, c'est un pays très proche. Nous disons que nous sommes tous des cousins, vous voyez, donc il y a véritablement de l'amitié. Et donc il s'entend, Macron, avec Sergio Mattarella très bien. Ce traité du Quirinal a permis de développer la coopération sur tous les plans avec l'Italie, notamment sur le thème migratoire. Et donc c'était lorsque Mme Meloni n'était pas au pouvoir. Depuis qu'elle est au pouvoir, les choses se sont compliquées et évidemment la France se rattache à ce traité de Quirinal, mais il faut aller plus loin. Là où M. Guérini a raison, c'est que la thématique migratoire doit être traitée au niveau européen et non pas en stigmatisant l'Italie, dont on sait qu'elle est véritablement à la pointe des difficultés liées à l'immigration. Donc le propos de M. Darmanin a entraîné un grand embarras, vous l'avez dit, dans l'opposition, mais également dans la majorité présidentielle. On l'a bien vu avec Mme Colonna qui essaye de rattraper cette bévue. On l'a vu avec M. Guérini, on le voit aussi avec M. Dupond-Moretti. Tout le monde essaye de dire attention, les propos de M. Darmanin sont allés trop loin. Bon, qu'en pensez-vous au 0826 300 300, vous, auditeurs de Sud Radio, dites-nous ce que vous pensez de cette sortie de Gérald Darmanin. Alors, plus un commentaire politique, Patrick Martin-Genier, je ne sais pas si vous allez vous y lancer, mais allez, lançons-nous. Bon, ça suivait une succession de déclarations. C'est comme si quand même Gérald Darmanin essayait de montrer sa posture d'homme d'État et d'une certaine manière, ça fait un peu « j'outrepasse mes prérogatives ». Premièrement, il n'outrepasse ses prérogatives de ministre d'Intérieur. Ce n'est pas à un ministre d'Intérieur de critiquer comme ça un chef de gouvernement. Premièrement, ça relève soit d'Emmanuel Macron, soit de la première ministre Elisabeth Borne. Et si vous voulez un commentaire politique, très clairement, on est dans une course à l'échalote vers Marine Le Pen, parce que M. Darmanin se positionne très clairement comme un éventuel successeur du président de la République Emmanuel Macron pour 2027. Et donc aujourd'hui, on a l'impression que courir après l'extrême droite, ce sera le Graal qui permettra éventuellement à la personne, au candidat, d'accéder à la présidence de la République. On est dans une course dans la thématique de l'extrême droite. C'est exactement ce que recherche aujourd'hui Gérald Darmanin. Bon, vous en parliez, les enjeux sont considérables quant aux migrations. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Il y a notamment ce flux qui vient de Tunisie. Il y a le flux qui vient de Tunisie, mais surtout, vous savez, je suis actuellement dans le Midi, à côté de la frontière italienne précisément, et la presse italienne disait hier, au niveau de la région Ligurie, au niveau de Vintimille, c'est environ entre 100 et 120 migrants qui traversent tous les jours la frontière. Ouais, la frontière. La frontière franco-italienne à Vintimille. On voit bien aujourd'hui qu'il y a de vraies tensions, que c'est un vrai problème. La Tunisie n'arrive pas à retenir les migrants qui traversent l'Italie. L'Italie a décidé de ne plus les retenir. Il faut dire
dire aussi les choses telles qu'elles sont. Donc ce sont des personnes qui arrivent à 26 000, qui traversent la frontière française. Et sur ce point, en effet, eh bien, il y a de vraies tensions pour le contrôle des frontières. Donc c'est véritablement un problème des deux côtés de la frontière qu'il faut gérer, non pas uniquement donc au niveau national, mais au niveau européen. Et en tout cas, il faut éviter de stigmatiser l'Italie, dont je pense qu'elle n'a pas été suffisamment appuyée au cours des années précédentes dans la gestion de ce flux migratoire. Alors, grosso modo, on peut dire qu'il y a 3 pays de l'Union européenne qui doivent absorber ces flux migratoires, peut-être un peu plus que d'autres. Il y a côté espagnol, il y a côté grec, il y a côté italien. Ouais. Est-ce que, Patrick Martin-Jeunier, l'Union européenne a conscience, est-ce que ces pays un peu plus nordiques, germano-anglo-saxons, etc., ont conscience de ces difficultés, ou est-ce qu'ils se sentent un peu seuls au monde, là, au sud ? Oui, je pense qu'ils se sentent un peu seuls, c'est vrai, mais vous savez, la réactivité de l'Union européenne est plus lente que les flux migratoires. La réaction politique, elle est plus longue. Je sais que l'Union européenne a décidé de renforcer le contrôle des frontières, mais manifestement, ça ne suffit pas. Il faut véritablement, effectivement, des moyens matériels, financiers, notamment l'agence de garde-côtes frontières, Frontex, doit être renforcée, et c'est ça qui est important. Mais on constate en effet que le flux migratoire est bien plus important que les moyens qui sont mis en œuvre par l'Union européenne. Tout le monde en est conscient. Pourquoi ? Parce que tout le monde est conscient du fait que cela va, on l'a bien vu en Norvège, on l'a bien vu en Suède, on l'a bien vu partout et non pas uniquement dans les pays du Sud, que cela contribue à une montée considérable de l'extrême droite dans ces pays-là. Concrètement, que dit le droit ? Alors, l'Italie avait été confrontée à ce fameux bateau et Giorgia Meloni venait de prendre le pouvoir. Concrètement, un bateau de migrants arrive, qu'est-ce qu'on en fait ? On lui dit, vous faites demi-tour ? Ça, c'est pas dans les statuts. Non, ce n'est pas dans les statuts, ce n'est pas dans le droit international, certainement pas dans le droit européen. C'est-à-dire que dès lors qu'un navire arrive avec des migrants, des réfugiés, le pays en question est obligé de prendre en charge ces personnes et si elles demandent l'asile, de traiter leur demande d'asile. Autrement, ce serait contredire toutes les règles du droit européen, de la Convention de Genève sur les réfugiés. Cela, c'est obligé. Le problème de l'Italie aujourd'hui, il faut le savoir, c'est que, vous savez, dès lors qu'un migrant arrive dans un pays, c'est lui qui a en charge le traitement de la demande d'asile. Beaucoup, vous l'avez dit, de migrants qui arrivent en Italie passent par la France et la France les renvoie en Italie. Et aujourd'hui, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, a écrit une circulaire aux préfets pour leur dire, aux préfets italiens, pour leur dire de refuser l'accueil des étrangers, des migrants qui reviendraient de France vers l'Italie. Donc on est dans une situation très très bloquée, ce qui accroît la tension et ce qui a pu effectivement conduire aux propos de M. Darmanin. Alors désolé pour ce parallèle, mais c'est l'histoire un peu de la poussière sous le tapis. C'est on a un problème, tiens, on va le donner à Giorgia Meloni. En plus, elle est extrémiste, ça passera mieux. Ça fait un peu ça quand même de la part des autorités françaises. Oui, ça fait un peu pagaille, si vous me permettez. Oui. C'est vrai que c'est pas responsable de faire cela. Il faudrait véritablement qu'il y ait de nouveau un sommet entre la France et l'Italie pour tenter de résoudre tous les deux à deux pays avec l'Union européenne. Il faudrait que l'Union européenne soit présente. Cette thématique migratoire, c'est très important. Premièrement, recueillir l'assentiment de tous pour pouvoir effectivement avoir un quota d'étrangers. Vous savez que la réforme du droit d'asile est en cours. Le Parlement européen a voté sur ce point. Il faut aussi très clairement dire qu'il faut mieux protéger les frontières, se donner les moyens et donc traiter ça de façon surtout responsable. C'est ça la responsabilité, parce qu'à force de se renvoyer la balle, très manifestement, ça contribuera encore plus à la montée de l'extrême droite en France et en Italie. Alors Patrick Martin-Jeunier, tenez-vous bien, nous avons un appel au 0826 300 300 d'Italie depuis Florence. Restez avec nous Patrick Martin-Jeunier, nous allons écouter Moussa qui nous appelle d'Italie, de Florence. Bonjour Moussa. Oui, bonjour. Bon, alors, côté italien, vous allez peut-être nous faire un retour. C'est un peu mal vécu cette sortie française, hein ? C'est très mal vécu, il faut le dire. Ouais. Voilà, c'est très mal vécu. Moi, je suis résident en Italie depuis presque 15 ans. Et il faut dire que l'Italie fait face au flux migratoire depuis de nombreuses années, sans l'aide. Il faut dire sans l'appui de l'Europe, parce que des résolutions, des mesures sont prises au niveau du Parlement européen, mais sans accompagnement, effectif sur le terrain. Ouais, c'est bien ce que disait Patrick Martin-Jeunier. Ils se sentent seuls, les Italiens, en fait. Hein, ouais. Non, mais ils sont seuls, il faut le dire. Et cette situation découle d'une autre situation, parce que si je veux pas interférer un peu en termes de géopolitique, mais si il n'y avait pas eu cette crise libyenne, aujourd'hui,
peut-être que cette crise migratoire aurait pu être cantonnée d'une manière ou d'une autre. Et dans ces cas de figure, franchement, il faut le dire, il faudrait qu'à un moment donné, certains politiques au niveau de la France puissent aller bas la terre, comme je dis, abaisser le ton. Parce que l'arrogance... Oui, c'est l'arrogance, c'est ça, c'est ce que vous sentez. Ouais. Jamais rien. Ça, il faut le dire. Parce que l'Italie aussi peut prendre une autre mesure, une position, dit bon voilà, comme les gens ne veulent pas nous aider, ben, on laisse entrer. Et puis bon, à l'Europe de pouvoir gérer la crise. Parce que il faut dire que les frontières, qu'on le veuille ou pas, elles sont poreuses au niveau de l'Europe. Évidemment. Moi, je voyage on n'a pas un mur, on n'a pas un mur. Voilà, il n'y a pas de mur. Moi, je voyage beaucoup, je sais comment ça fonctionne. Voilà, je veux dire, l'Italie peut prendre des mesures à son niveau aussi pour laisser entrer. Et puis bon, voilà, quant à chacun de pouvoir gérer la crise comme il entend. Eh bien, merci Moussa pour ce témoignage. Alors, vous êtes à Florence en Italie depuis 15 ans, mais vous écoutez la radio française, donc au départ, vous habitiez en France. Non, j'ai toujours résidé en Italie. Ah d'accord, mais... J'écoute beaucoup Sud Radio, surtout, il faut le dire, si vous me permettez, pour monsieur André Berco. Eh bien, écoutez, il arrive tout de suite après, Voilà, j'écoute beaucoup Sud Radio pour monsieur Berco, parce que c'est quelqu'un, franchement, qui a les mêmes, je veux dire, on partage les mêmes idées, quoi, voilà. Bon, depuis l'Italie, alors, écoutez, ça nous fait plaisir, et puis, d'une certaine manière, merci aussi de nous écouter, dans ce Parlons Vrai. Je vous en prie. Merci Moussa, merci beaucoup pour ce témoignage, bonne journée. Voilà, Patrick Martin-Genier, on sent bien, juste pour une petite conclusion, finalement, que c'est ce terme arrogance. Attention, la France, à votre arrogance. On conclut là-dessus, Patrick. Oui, il ne faut pas effectivement faire preuve de propos qui sont considérés comme méprisants. Il y a de l'arrogance, il y a du mépris. Et bon, ce n'est pas de cette façon dont on parle d'un gouvernement ami de l'Union européenne. Donc, il faut se retrousser les manches. Et comme dit Moussa, il faut effectivement aider l'Italie. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'était le fait de dire qu'il faut absolument passer également des accords avec les autres pays d'Afrique, notamment d'Afrique du Nord, pour essayer d'améliorer le traitement des demandes d'asile. L'aide au développement, c'est quelque chose qui est une action au long cours et que nous devons traiter avec sérieux dans les mois et les années qui viennent. Et notamment la Tunisie, qui est un pays ami, que ce soit d'ailleurs pour l'Italie ou pour la France. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier. Nous vous laissons. Alors, vous n'êtes pas loin de la frontière franco-italienne, vous nous l'avez dit. On vous laisse observer et puis on reparlera bien sûr avec vous de ce sujet. Sud Radio, vous continuez comme Moussa, si vous êtes en Italie, mais aussi en France. Réagissez, 0826 300 300. Tiens, la réforme du lycée professionnel dans un instant. Le président de la République a sorti le carnet de chèques, de l'argent pour nos élèves. Est-ce que ça va être bien utilisé? Question. Frédéric Brindel. Ah, mon enfant, tu iras en lycée professionnel. Non, papa, non, maman. Est-ce que c'est la punition ou est-ce que ça va devenir finalement le summum, le meilleur du meilleur? Parce que avec cette réforme du lycée professionnel, les élèves, tenez-vous bien, en stage pourront être payés. Et puis, les enseignants vont avoir une meilleure rémunération. Il était temps, sans doute. C'est le plan, la réforme proposée hier par le président de la République, Emmanuel Macron. Nous sommes avec Fabrice Millot, directeur du CFA, le Centre de formation et d'apprentissage, dans le domaine du BTP à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Bonjour Fabrice Millot. Bonjour. Bon, êtes-vous déjà satisfait? Parce que plus généralement, il y a les lycées professionnels, mais c'est la question de la formation. C'est bien cette histoire de commencer à rémunérer les stagiaires déjà? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les entreprises le peuvent? Alors, c'est une rémunération de l'État, précisons-le, déjà. Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il faut pas voir faut pas voir cette réforme par le petit bout de la lorgnette sur des stages rémunérés. Moi, je pense que globalement, il faut regarder comment aujourd'hui on peut favoriser l'insertion professionnelle et favoriser, en tout cas, les formations professionnelles, que ce soit par le cursus classique ou par la voie de l'apprentissage. Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné d'opposer le cursus classique et l'apprentissage. Je pense qu'il y a quand même sur les territoires quelque chose à faire en termes d'insertion professionnelle, que ce soit sur un cursus classique ou par l'apprentissage. On sait très bien que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence et de réussite avec une insertion rapide, durable, avec une expérience en entreprise. Mais je pense aussi que souvent, et on voit comment aujourd'hui le public qu'on accueille sur l'apprentissage, par moment, ils viennent aussi par défaut, ils se cherchent. Et je pense qu'à un moment donné, une collaboration active avec les lycées professionnels et les CFA qui ont
les lycées ont leur légitimité d'existence et les CFA ont d'autres missions. Maintenant, alors juste un mot pour aller dans le sens de ce que vous dites, Fabrice Millot. La plupart des élèves qui vont dans ces lycées viennent plutôt de milieux défavorisés. Seuls 3% d'entre eux sont des enfants de cadres ou de professions libérales. Tout à fait. Ils ont des parcours certainement. Ils n'ont pas une appétence à un cursus classique scolaire. Ils ont plutôt une appétence à découvrir des métiers, à être en capacité d'être en production dans une réalité professionnelle. Or, moi je pense que la réforme qu'a présentée hier, c'est un peu comme la réforme de l'apprentissage qui a eu lieu en 2018. Qui avait été assez bien reçue d'une certaine manière. Pour moi, c'est pour la première fois, il y a eu une réforme qui a été aboutie de A à Z et qui a permis aussi au CFA d'avoir, je dirais, plus de facilité en termes d'ingénierie, en termes de formation, en termes de carte de formation. Et le BTP d'ailleurs on a récolté un petit peu les fruits dans le BTP. C'est clair que nous on en a récolté les fruits. C'est vrai que les mesures d'aide exceptionnelles, tout ce qui a favorisé le gouvernement en termes d'apprentissage, pour nous a été vraiment favorisé en termes d'augmentation d'effectifs, en termes d'offres de formation, et voilà. Mais sur la réforme d'hier, moi je pense qu'il y a des choses quand même qui sont très intéressantes. Faire rentrer l'entreprise beaucoup plus tôt. Des enseignements plus adaptés avec des petits groupes. Alors c'est vrai que nous on est déjà dans depuis 10 ans maintenant, on travaille avec des primo-arrivants, des publics où on fait des groupes de besoins, on adapte la pédagogie, on adapte l'enseignement professionnel à travers aussi les difficultés de ces jeunes. Et je pense qu'une des choses qui est importante pour moi, c'est que quand je lis la carte des formations revisitée sur un territoire, puisque nous, CFA, on est un cœur d'un maillage territorial, on travaille avec un ensemble de partenaires variés. Oui. Ce qui est important, au niveau départemental, en général, au niveau départemental. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une dynamique territoriale forte d'un point de vue économique, environnemental et sociétal. Et aussi de collaboration avec... on a deux ministères de tutelle. On a le ministère de l'Éducation nationale à travers les diplômes et le ministère du Travail. Je pense que travailler sur un même territoire en favorisant une carte des formations adaptée que les lycées professionnels peuvent faire. Je vous donne un exemple ici sur Bretigny. On a le lycée Timbaud à côté qui propose des CAP maçons, mais ils n'ont pas le BP en poursuite de formation. Nous, on l'a. Et il y a des jeunes qui font un CAP maçon sur un niveau 3, un premier truc, et qui viennent chez nous après derrière sur un BP pour l'apprentissage, sur un niveau 4. Donc vous voyez, il y a déjà... Ce qui gonfle le cursus. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce format, c'est qu'il y a une relation triangulaire, c'est-à-dire l'enseignant, le chef d'entreprise et bien sûr le jeune futur professionnel. Alors juste pour terminer, parce qu'il y a quand même cette question, le projet, la proposition d'Emmanuel Macron a été contestée par l'ensemble des syndicats qui dénoncent la volonté de former une main-d'œuvre directement employable. Mais c'est finalement ce que vous cherchez. C'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entreprises, faut pas se leurrer, les entreprises aujourd'hui, quand on regarde d'un point de vue économique, les entreprises aujourd'hui, notamment dans le BTP, elles font face à des aléas et des contraintes opérationnelles fortes. Elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'avoir de la formation et elles ont besoin d'avoir. Les entreprises ne se situent pas. Toutes, en tout cas la majorité ne se situe pas en prenant un apprenti en disant c'est de la main d'œuvre. Ils sont vraiment dans une logique de formation et d'insertion. Faut savoir qu'aujourd'hui les entreprises, quand elles ont un bon jeune, souvent non seulement elles le gardent, non seulement elles lui font faire une suite de formation, mais derrière ils sont employés. Et c'est ça. Et ce jeune, on va dire, a sa carrière quasi assurée, avec de plus en plus des salaires intéressants. Je parlais avec des forgerons, par exemple, où là, c'est top. On est sur du 5 000 € par mois. Merci de ce témoignage, Fabrice Millot. Oui, c'est très intéressant. Mais on y reviendra sur Sud Radio. C'est évident parce que c'est un vaste sujet. Merci déjà de votre réaction. Vous êtes directeur du CFA BTP de Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Allez, on continue. À tout de suite. Frédéric Brindel. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Pourquoi n'arrivons-nous pas à empêcher la violence des casseurs lors des manifestations? Insupportable, des images violentes. Nous en débattons. Alors avec vous, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, donnez votre opinion, votre avis. Nous avons les principaux acteurs de la question. D'un point de vue justice, Jean-Pierre Mignard est avec nous, avocat au barreau de Paris. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Bonjour maître, c'est comme ça que l'on dit. Vous pouvez m'appeler Jean-Pierre Mignard. Oui, parce que dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Denis Jacob, pour la partie police, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Nous aurons plusieurs intervenants tout au long de l'émission, mais j'aimerais déjà revenir sur cette déclaration. Hier, la maison police brûle. Des syndicats de police écrivent à Emmanuel Macron pour le rencontrer.
il est fort, hein, cet appel, Denis Jacob. Ça sent quasiment même dans un instant, si vous n'arrêtez pas, on arrête. Écoutez, je ne vais pas répondre pour les rédacteurs de ce courrier, je n'en fais pas partie. Je constate juste que ces syndicats qui ont fait ce courrier abordent des sujets qui sont déjà en cours de traitement, que certains sujets ont déjà été obtenus, et notamment par mon organisation syndicale, notamment sur l'utilisation des drones, et on pourra en parler par rapport à la manifestation du 1er mai. Puis ça marche bien pour vous, ça a été efficace? Alors il faut renforcer le dispositif, il faut qu'il soit naturellement très cadré juridiquement, il ne faut pas l'utiliser dans n'importe quelle condition, mais oui, ça permettra aussi, ça fait partie des outils à la disposition des policiers, qui permettra de lever les polémiques que l'on peut avoir en ce moment, notamment sur les questions de gestion des gardes à vue dans le cadre de ce maintien de l'ordre. Et pour le courrier, si vous me permettez, pour en terminer, bon voilà, ce sont des syndicats qui se sont réunis en bloc, ce n'est pas une intersyndicale. Voilà. Il y a Alliance notamment dedans. Oui, je note quand même que dans ce bloc, il y a une partie des syndicats qui l'avaient rejoint il y a quelques mois pour les élections professionnelles dans la police, ne s'y trouvent plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est à prendre pour ce que c'est à prendre. Bon, ok, c'était important aussi d'entendre l'autre côté. Alors, sur ce que vous dites concernant les drones, Maître Jean-Pierre Mignard, les policiers le disent, c'est intéressant, c'est efficace. Vous mettez un holà ou pas ? Non, je pense qu'en effet, si même les drones permettent d'éviter des gardes à vue inutiles, des erreurs judiciaires, des polémiques insupportables, ça va dans le sens de la protection du droit des manifestants, de la liberté de manifester, et donc c'est une très bonne chose. Mais comme le dit justement Monsieur Jacob, il faut que ce soit encadré, qui a accès aux données, combien de temps sont-elles conservées, ça c'est essentiel, c'est parce qu'il y a c'est pas parce que je suis sur la voie publique que ce n'est pas non plus ma vie privée, même de si toute façon, je l'expose publiquement. Maître, d'une manière générale, par nature, quand on défile, c'est pour qu'on soit vu, et il y a toutes les caméras, donc déjà... C'est pourquoi je suis pas du tout choqué par l'utilisation des drones, hein. Encore une fois, quelle utilisation sera faite, mais le principe me semble acceptable. Bon, alors ce qui est insupportable notamment, c'est pour les commerçants. Alors nous partons à Bordeaux. Éric Malzieu est avec nous, directeur de la Ronde des quartiers, l'association des commerçants bordelais. Bonjour Éric Malzieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais vous avez pris cher avec les manifestations. Et ça a commencé déjà il y a quelques années avec les Gilets jaunes et ça se poursuit. Oui, ça a débuté avec les Gilets jaunes et c'est vrai que les commerçants comprennent pas bien parce qu'en même temps, c'est pas quand vous regardez, c'est beaucoup d'indépendants. Il y a quelques enseignes, mais c'est des enseignes françaises, c'est des emplois locaux, et ils comprennent pas pourquoi ils sont pris comme cible, parce qu'il n'y a pas derrière, il y a aucune image qui correspondrait à une cible potentielle, donc il y a une incompréhension. Pour être limpide avec vous, récemment, nous, on avait lié des contacts pendant les Gilets jaunes, on a refait un message en disant mais il y a des soutiens et des possibilités d'aide psychologique parce qu'on a des commerçants qui se retrouvent quand même dans une situation très très stressante parce que les Gilets jaunes remontent et on pourrait parler d'effets post-traumatiques pratiquement. Vous avez ce sentiment d'impuissance parce que, par exemple, un commerçant qui voit arriver une horde de personnes violentes et dont il imagine qu'il est impossible de les arrêter, il y a ce sentiment d'impuissance et de révolte contre une certaine manière de garder votre intégrité dans cette république qu'est la France? Alors, je ne sais pas s'il y a une révolte, par contre, qu'il y ait un sentiment d'impuissance, clairement, parce qu'ils se retrouvent isolés dans leur commerce face à des personnes qui sont structurées. Mais après, c'est vraiment l'isolement. Je pense que ce qui est le pire, c'est l'isolement psychologique, l'isolement face à la violence, et puis l'incompréhension. Pourquoi moi, alors qu'ils sont déjà en train d'avoir de grosses difficultés, parce qu'il y a des problèmes de fréquentation, parce qu'il y a des problèmes de transformation numérique, transformation écologique, qui ont beaucoup de coûts. Donc voilà, et il ne faut pas croire, les commerçants, il y en a beaucoup qui vivent au SMIC, voire en dessous. Donc c'est des gens comme tout le monde. Ça fait mal à plein de choses finalement. Ça fait mal psychologiquement, ça fait mal affectivement et ça fait mal aussi au porte-monnaie. Restez bien avec nous depuis Bordeaux, Éric Malzieu. Denis Jacob, moi je voudrais revenir sur quelques images qu'on a vues. C'est-à-dire il y a par exemple 4-5 casseurs qui arrivent, qui vont briser les vitres d'un commerce. Et puis on voit vos collègues qui sont là. Et de temps en temps, on les voit reculer. Comment est-ce possible? Comment ça peut être entendu, ça?
Déjà vous dire que j'ai participé, je suis policier mais je suis aussi syndicaliste, donc j'ai participé à toutes les manifestations contre la réforme des retraites depuis le mois de janvier, et c'est vrai que lors de la manifestation du 1er mai, j'ai été particulièrement choqué du nombre de dégradations. Il y en a à chaque manifestation, on a toujours des Black Blocs, des casseurs qui viennent, mais là quand même c'était très important, très violent. Alors qu'est-ce qui fait que vos collègues reculent? Ça c'est une image terrible, Denis Jacob. Mais le maintien de l'ordre est fait de telle sorte en France que les policiers n'interviennent pas d'initiative. Ils sont obligés, surtout dans des unités qui sont constituées en maintien de l'ordre, ils n'interviennent que sur ordre de l'autorité. Oui. Donc, tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir par l'autorité directe ou supérieure, ils doivent contenir, reculer et attendre le feu vert pour passer à l'action. Alors ça paraît quand même surréaliste, pardonnez-moi, bon, c'est peut-être candide de dire ça, mais Éric Malzieu, qui représente les commerçants de Bordeaux, est avec nous. Je veux bien que vous soyez en réaction parce qu'il y a des règles, mais entre-temps, la vitrine, le matériel à l'intérieur, c'est fichu. Maître, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que... Attends, la première chose, c'est indemniser. Oui, non, mais attendez, excusez-moi. Qui indemnise? Ah, mais l'État. Oui, d'accord. Et l'État, c'est qui? Bien, l'État, monsieur, c'est nous, nous. C'est nous. Voilà. Donc c'est nous qui payons encore. Eh ben, c'est nous. Donc c'est le commerçant qui paye deux fois, finalement. Une remarque, quand même, si vous voulez bien. Oui, bah allez-y. D'une part, les syndicats vont rencontrer le ministre de l'Intérieur. Moi, c'est peut-être une question que je pose, y compris à monsieur Jacob, c'est important. Les syndicats peuvent aussi parler des conditions du maintien de l'ordre, mais aussi des conditions de travail et des choix qui sont faits en matière de politique de maintien de l'ordre. Les gouvernements n'ont pas toujours fait les mêmes choix en matière de maintien de l'ordre. Les politiques ne sont pas les mêmes, monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, lorsque vous avez des manifestations aussi importantes sur des phases de colère, je le dis malheureusement, je crois que c'est inévitable. Il faut être un moment honnête. Jean-Pierre Mignard, vous dites que c'est inévitable que quelqu'un se fasse casser son matériel, sa devanture. Et vous dites c'est pas grave, l'État va rembourser et donc vous allez payer deux fois. Non, ça c'est pas sérieux. Ah bah si, c'est très sérieux. C'est concret en tout cas. Non, mais ça c'est pas concret. Parce que ce qui est concret, voyez-vous... On va demander à Éric Malzieu, mais continuez, allez-y. Non mais attendez, d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer. Non, mais attendez, moi aussi, c'est concret. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je pose des questions, vous en reposez une autre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Des fois, c'est intelligent de se poser des questions mutuelles. Allons-y, répondez. C'est socratique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ça. Et moi, j'adore Platon, donc on est dans la lignée. Allons-y, maître. Je pense en effet que l'on ne peut pas poser les questions de maintien de l'ordre sans poser les questions de crise politique et sociale qui engendrent dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, des débordements dont souffrent, il y a deux grandes victimes, les policiers, sur le plan de leur intégrité physique. Il y a en effet les personnes dont les biens sont dégradés. Et puis il y a la troisième grande victime, c'est la liberté de manifester. Qui doit être un droit fondamental et qui doit être protégé. Une fois que vous avez là ce triptyque, il faut faire en sorte. Et moi je souhaiterais que les syndicats ne posent pas seulement la question de leurs conditions de travail. C'est majeur parce que quand des types blessés ou qui se prennent un cocktail Molotov, c'est de dire au ministre, êtes-vous sûr que votre politique en matière de maintien de l'ordre est la bonne? Et puis je dirais, monsieur, et j'en aurais terminé, que pour éviter effectivement beaucoup de violence, il faut bien gouverner un pays. Et qu'un pays bien gouverné, il y a moins de violence. Mais bon, Éric Malzieu, vous venez d'entendre ce discours. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous réagissez à ce que dit Maître, parce que bon, c'est vrai, c'est un discours très intéressant, intellectuellement très développé, mais maintenant, le concret, on vous indemnisera. Mais ça peut pas s'entendre, Éric Malzieu. Comment ça? Concrètement... moi, je vous le dis, il va peut-être vous le dire. Ouais. Non, mais concrètement, ce que j'ai du mal à entendre, c'est que, déjà, les indemnités, quasiment, je ne connais pas de commerçants qui les ont eu. Ils ont plutôt aussi des retours vers les assureurs, voire des assureurs qui disent ça fait 2 fois que ta vitrine a été cassée, je ne t'assure plus, et tu vas aller chercher voir un autre assureur. Ça, c'est leur réalité. Voilà. Donc je pense qu'ils se retrouvent, encore une fois, comme je le disais, isolés. Après, nous, on n'a pas de jugement sur les manifestations. On sait que c'est un droit constitutionnel, mais quand à chaque fois, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une rupture des moyens de transport, donc des baisses de fréquentation, donc des baisses de chiffres, et voire des ruptures de la fréquentation. Donc les commerçants ne font que subir, alors qu'ils n'ont aucune vision politique, ils ne sont pas dans des logiques de... Donc là, il y a une vraie incompréhension. Après, je n'irai pas sur le débat de dire que doivent faire les forces de l'ordre. Je pense que chacun a son métier. Après, justement, on va lui poser à Denis Jacob, mais allez-y. On a une fédération nationale qui s'appelle Commerçants et Artisans des Métropoles de France. On a sollicité plusieurs fois pour être rencontrés.
sur les problèmes de sécurité, de sécurisation et comment on peut faire bouger les choses au sein des commerces aussi. Et il est vrai qu'on n'a jamais eu de rendez-vous, par contre. Bon, alors voilà, très intéressant. Denis Jacob, c'est vous le spécialiste au niveau police. Donc évidemment, le maître Jean-Pierre Mignard est un peu provocateur. Qu'est-ce qu'on fait? On tire. Bon, certains se posent la question et certains peuvent être, par dépit, en réaction en disant « moi j'en ai marre ». Et donc c'est pour éviter ça. Est-ce qu'il y a moyen d'immobiliser quand même? Est-ce qu'il y a des techniques? Le problème, c'est que vous savez, on a une méthode de maintien de l'ordre qui est reconnue internationalement en France jusqu'au mouvement contre la loi El Khomri en 2016. Et Maître Mignard le disait très justement, les syndicats de police ont leur rôle pour dire au ministre de l'Intérieur, écoutez, votre maintien de l'ordre, ça va pas. Mon organisation syndicale l'a fait en 2016. Très bien. Nous avons dit, attention, le maintien de l'ordre, tel que nous le faisons jusqu'à présent, n'est plus adapté aux manifestations auxquelles nous sommes confrontés, c'est-à-dire un contact avec des casseurs qui viennent vers le policier pour l'attaquer. Et le problème que l'on a dans notre pays, c'est qu'on a une histoire de maintien de l'ordre aussi. Et il ne faut pas oublier que dans la police nationale, nous vivons encore le syndrome Malek Oussekine. Oui, qui était ce jeune manifestant qui avait été assassiné. Et je suis désolé, il y a un choix politique, quelle que soit d'ailleurs l'alternance politique, qui a été de dire vaut mieux qu'il y ait du dommage matériel que des dommages humain. Voilà. C'est un choix. C'est dit. Alors, nous allons y revenir, parce que le sujet est fondamental. Je remercie Éric Malzieu et tous les commerçants bordelais. Merci de votre témoignage, Éric Malzieu. Évidemment, nos deux grands témoins, côté police, côté justice, restent avec nous, maître Jean-Pierre Mignard et Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. N'hésitez pas à intervenir. 0826 300 300. On n'est pas là à se dire est-ce qu'il faut tirer, mais on est là quand même pour se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est plus supportable. À tout de suite. Frédéric Brindel. Impuissance, nous nous sentons impuissants. Que faire face à ces casseurs? Y a-t-il un moyen d'empêcher cette violence? Les policiers disent au président de la République qu'aujourd'hui nos collègues prennent feu. Ils le déplorent et ils appellent une réaction de l'État. En plateau, avec nous, sur Sud Radio, alors vous les auditeurs, vous appelez au 0826 300 300, mais côté justice, l'avocat au barreau de Paris, Jean-Pierre Mignard, et côté police, le secrétaire général d'Alternative Police CFDT, Denis Jacob. Nous avons parlé avec les commerçants de Bordeaux tout à l'heure qui disaient leur mal-être, leurs besoins, leurs nécessités. Aujourd'hui, il y a ce projet, Jean-Pierre Mignard, de loi anti-casseurs. Rappelons qu'elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel puisqu'elle portait atteinte à la liberté de manifester. Est-ce qu'il y a possibilité de revoir cette loi anti-casseurs? Est-ce qu'on n'a pas tout, on va dire, analysé pour mettre quelque chose de solide en place? Elle a d'abord été abrogée en 81 par le gouvernement de Pierre Mauroy sous la présidence de François Mitterrand. Ça a été une longue polémique, elle existait cette loi. Et elle a été abrogée. Ça avait été un engagement du président de la République, l'Assemblée l'a abrogée. Pourquoi? Parce qu'elle introduisait, parce que si on veut parler de responsabilité de loi anti-casseurs, quel va être le concept? Le concept, ça va être la responsabilité collective. C'est ça qui va être nouveau. Ça veut dire, vous étiez dans un groupe, il y a un ou deux pavés qui sont partis, on va plus chercher à savoir qui a lancé le pavé, mais étant dans le groupe, vous êtes tous solidaires, collectivement, responsables du fait. Voilà. Et donc, nous avons un principe de droit historique en France, et dans toutes les sociétés démocratiques libérales, lorsqu'elles le restent, c'est celui de l'individualisation des délits et des peines. Ensuite, ça va de dire, non seulement c'est ceux qui se rassemblent, mais c'est ceux qui ont appelé au rassemblement, etc. C'est pour ça que la loi anti-casseurs, elle est effectivement vue avec un regard extrêmement désapprobateur du Conseil constitutionnel, par les juristes et par les juges, qui sont gardiens des libertés constitutionnelles. Nous allons avoir le temps d'y revenir sur cette loi, sur un projet de loi notamment qui avait été porté par l'UDI. Nous aurons Pascal Brindot dans un instant, mais déjà avec vous, Denis Jacob. Quelques chiffres. Près de 2/3 des gardés à vue à Paris lors des manifestations du 1er mai ont été relâchés sans poursuite. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vos collègues vont voir ressortir des gens qu'ils ont arrêtés, déjà. Alors ça, c'est un vrai sujet, polémique, mais ça fait partie du sujet de la loi, on l'appelle comme on veut, anti-casseurs, anti-violence, anti-black blocs, peu importe. Il faut qu'on ait un texte juridique qui permette à l'action de police d'être efficace, d'être juste. Voilà, on va y revenir, sur la garde à vue, concrètement, sur les gardes à vue. Ce n'est pas parce que vous avez les 2/3 des gardes à vue qui sont relâchés que les personnes qui ont été relâchées n'ont pas commis d'infraction pénale.
C'est tout simplement parce que nous n'avons pas eu suffisamment d'éléments caractérisés matériels pour poursuivre la personne. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un processus qui existe sur le maintien de l'ordre quand on interpelle des personnes qui sont mises en cause quand ils cassent. Vous avez des éléments, des collègues interpellateurs. Vous avez un groupe d'individus, ils interpellent les fauteurs de troubles. Ça peut très bien être un agent interpellateur mais qui n'a pas vu la scène et qui a été dont l'individu a été désigné par un autre collègue. Il procède à l'interpellation, il fait une fiche, il la remplit le plus succinctement possible parce qu'on est quand même dans une on n'a pas le temps d'écrire. D'ultra-violence, voilà. Donc on met quelques éléments concis que l'on donne à un fonctionnaire de police, à des fonctionnaires de police qui vont prendre en charge la personne interpellée, qui va être ensuite conduite au commissariat. Au commissariat, l'enquêteur, officier de police judiciaire, sur la base des éléments de base, va faire un placement en garde à vue. Le parquet va en être informé et il a 24 heures pour apporter des éléments complémentaires d'enquête justifiant l'infraction. Et ça, c'est un casse-tête terrible. Et si l'infraction n'est pas justifiée au terme de la garde à vue, et peut-être même avant, parce que c'est le parquet qui peut lever aussi cette garde à vue, eh bien la personne est remise en liberté. Et c'est ce qui s'est passé pour les 2/3 des personnes en garde à vue, ce qui ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas à la base commis d'infraction. Bien sûr. Et ça, Maître Mignard, vos confrères, évidemment, n'ont pas trop de mal à défendre ces intérêts, parce que c'est vrai que c'est tellement difficile de trouver des preuves, et ils font leur travail. Rappelons-le, l'avocat sert à ça, il fait son travail, c'est un travail noble. Mais du coup, c'est assez facile à plaider pour disculper celui qui a été arrêté. Je veux dire, en effet, il défend la loi. Oui. Ce que dit M. Jacob, ça se traduit par un défaut de charge. En tout cas, un défaut de charge manifeste qui ne sont pas susceptibles d'être contestés. C'est ça le principe de notre droit. C'est pour ça qu'avec une loi anti-casseurs, on tente de contourner cet obstacle, est un obstacle quand même majeur dans notre société, par dire, vous y étiez, donc vous avez participé. Vous n'avez peut-être pas... C'est un peu plus ça, c'est sur l'anticipation, c'est-à-dire on vous connaît, vous y allez, on vous interdit. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire que l'on distingue, qu'on a déjà un fichier, pas comme on peut faire d'autres, qui dit que toute une série de personnes sont connues pour être violentes, et que si elles viennent dans une manifestation, c'est qu'on peut penser qu'il y a une présomption de participer à des actes de violence. Sauf donc que si elle a été violente il y a 10 ans, elle n'est plus forcément aujourd'hui. On peut, bien sûr, deuxièmement, puis ensuite, on l'a utilisé pour les hooligans, mais dans un site fermé. On rentre dans un stade, et on n'en sort pas, c'est très différent. Le principe, encore une fois, c'est la liberté d'aller et de venir, et elle ne peut être restreinte, pourquoi pas, qu'à des conditions très strictes, encadrées, en disant, vous, on vous connaît, vous n'en avez rien à faire des revendications sociales, vous allez vous précipiter pour casser une vitrine, casser un policier et envoyer un cocktail Molotov. Par une espèce de jouissance, je dirais, perverse, d'ailleurs. Jouissance, c'est-à-dire de qui ? De celui qui casse. Oui, voilà. La jouissance de celui qui casse. Il y a des jouissances multiples. Oui, j'entends bien. Bon, alors, mais cela, il faut, les connaître, ne pas se tromper. Si on identifie, vous comprenez, il faut être sûr de soi. Ça, c'est pas vraiment la responsabilité collective. La responsabilité collective, c'est dire, vous, on vous connaît pas, vous avez un casier judiciaire vierge, d'accord, mais vous étiez dans un groupe de 50 personnes, puis il y a un pavé sorti. Alors tout le groupe est co-responsable. Vous voyez le sujet ? Oui, je vois bien. Mais rebondissons sur ce que vous nous disiez tous les deux. Et vous aviez l'air d'accord au début quand on a évoqué les drones. Ce que dit M. Jacob et profitons-en. Denis Jacob, avec ces drones, finalement, on refait le film, c'est-à-dire si on l'a vu, hop, je vous ai vu, c'est bon. C'est un outil d'élément de preuve qui permet de confirmer que l'interpellation de tel individu justifie le placement de la garde à vue. Et c'est pour ça que cette loi anti-casseurs doit aller au-delà même de contourner potentiellement la méthode que l'on emploie aujourd'hui pour placer en garde à vue. C'est-à-dire que cette loi, elle doit intégrer la question de l'utilisation et du cadre juridique des drones. Elle doit intégrer, nous faisons cette proposition-là depuis des années, de mettre à disposition des armes non létales de marquage chimique, comme ça existe dans les banques. C'est-à-dire qu'on peut identifier a posteriori l'auteur d'un ça c'est simple pour le coup. Et puis, je rappellerai quand même que cette loi, nous l'avons portée Alternative Police CFDT en 2016. Alors, elle a été effectivement retoquée parce que elle était mal rédigée, parce qu'elle allait à l'encontre du droit à manifester. Cette loi doit prendre en compte, vous le disiez très justement, M. Mignard, ces Black Blocs qui sont de toute façon aujourd'hui officiellement
identifiés. Ils sont 200, 300. En général, ils sont fichés S. Oui, il y en avait 11 des fichiers S arrêtés. Et autour de ces 200, 300, vous avez une agrégation d'individus, d'ultras, d'anarchistes, de petits casseurs, et vous vous retrouvez avec environ, comme au 1er mai, 2000 casseurs. Et puis Denis Jacob, les cyclistes, les skieurs, vous direz, nous, quand on part, on met sur notre casque une petite caméra, pourquoi pas non plus sur chaque... Alors, je vous remercie, Frédéric Brindel, d'aborder ce sujet, parce que, alors on va dire que c'est grâce à chaque fois Alternative Police CFDT, mais c'est un fait. Allez-y. Nous sommes l'organisation syndicale qui portons depuis toujours la généralisation des caméras piétons individuelles. Chaque policier doit avoir une caméra. C'est pas pour les fliquer, bien au contraire. Non, c'est mais pour ça leur paraît du bon apporter sens, une sécurité juridique supplémentaire dans leur action. Et je vais aller plus loin. Je suis même favorable à ce que le ministère de l'Intérieur étudie la possibilité de mettre également des caméras dans les véhicules, comme ça se pratique aux États-Unis. Alors là où c'est intéressant, c'est que Maître Mignard dit non, pas du tout. Alors, est-ce que vous avez entendu ça, vous, monsieur? Non, je vous ai vu dire non, pas du tout. Vous dites oui, c'est possible. Ah bon, d'accord. Je pense que, au même titre que je pense que le droit de prendre des photos me semble c'est parfait. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour les policiers et les caméras. Donc on peut aller en pub serein. Mais au contraire, on ira vers plus de... Vous voyez, vous voulez absolument me faire... Non, je sais pas. Non, mais c'est bien. Et donc, comme ça, on va en pub sereinement et on reparle de cette loi anti-casseurs avec Pascal Brindot, ex-député UDI, auteur de la proposition de loi anti-casseurs retoquée par la majorité. On va y revenir. Il est avec nous. Et puis, vous aussi, les auditeurs, je sais que Jean-Louis nous attend au 0826 300 300 pour des questions. Restez bien avec nous. On revient tout de suite. Frédéric Brindel. Vous, les politiques, il est temps de réagir parce que la qualité du débat avec un policier, avec un avocat qui nous disent mais il y a des solutions simples pour empêcher les casseurs, il y a du bon sens, on le sent dans la discussion et pourtant on n'avance pas. On va parler bien sûr de tout cela. Pouvons-nous arrêter cette violence des casseurs dans les manifestations? Avec nous, Pascal Brindot, ex-député UDI, auteur d'une proposition de loi anti-casseurs retoquée par la majorité. Bonjour Pascal Brindot. Bonjour. Bon, vous savez, vous êtes maintenant donc dans notre débat avec Maître Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, et puis Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. J'aimerais quand même écouter Jean-Louis qui nous appelle au 0826 300 300 de Bédarieux dans l'Hérault. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Bon, vous avez entendu les propos, justement, vous allez faire le lien entre ces deux parties et puis avec Pascal Brindot, mais vous, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Écoutez, moi je crois que là, on n'est plus en 1968, il faut envoyer du lourd, comme on dit. D'accord, c'est-à-dire enfin, du lourd, sans exagérer. Non plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, ce qu'il faudrait, c'est que les CRS montent en même temps que le défilé et se mettent devant les magasins. Alors, est-ce que ça... Alors, question concrète, Denis Jacob, la disposition, la présence des CRS, c'est vrai qu'on les voit tous regroupés d'un côté, expliquez. Alors, il faut déjà comprendre que sur une manifestation, vous avez beaucoup d'effectifs qui sont en tenue de CRS, mais tous ne sont pas CRS. Vous avez les CRS d'un côté, vous avez des gendarmes mobiles de l'autre qui sont mobilisés, et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris qui ne sont pas des CRS. En général, ce sont eux qui sont au contact direct des manifestants, des casseurs, parce que je veux pas qu'on fasse l'amalgame entre ça n'a rien à voir, mais là je crois que tout le monde le sait maintenant. Les CRS, quant à eux, sont en protection dans des rues adjacentes et doivent assurer le bon déroulé du cortège en filtrant les abords du cortège dans les rues adjacentes. Donc les CRS ont un rôle d'abord de prévention, de sécurisation, et c'est vraiment quand il y a des heurts, des troubles à l'ordre public graves avec des attroupements, que là, ils vont passer à l'action avec, à leur côté aussi, les compagnies d'intervention. Mais les policiers sont en général devant la tête de cortège et assurent la protection et surtout font barrière entre les manifestants d'un côté qui sont pacifiques et les casseurs qui sont de l'autre et qui essayent d'infiltrer le cortège. Mais de là, dire il faut qu'on mette des policiers tout le long sur le chemin, en fait. Sur le chemin. Mais c'est comme sur une course cycliste, vous savez, on déploie l'encadrement. Ce qu'on appelle chez nous le jalonnement. Oui, voilà, tous les 20 ça. mètres, 30 mètres, on met un policier. Sauf que là, on n'est pas dans le cadre d'une manifestation festive, sportive. On est dans une manifestation sociale pour laquelle on sait qu'il y aura potentiellement des troubles, puisqu'il y a le renseignement territorial qui nous fait en amont remonter les informations comme quoi des casseurs seront présents. Et donc, notre priorité, c'est d'assurer
la sécurité de la manifestation et d'assurer le maintien de l'ordre et de faire en sorte que la manifestation qui part d'un point A à un point B sur plusieurs kilomètres, c'est pas une manifestation sur 500 mètres. En général, on parcourt 5-6 kilomètres. Là, on est parti de République, on est allé jusqu'à Nation. Donc c'est impossible de Donc c'est impossible. Bon, très bonne question en tout cas. Merci Jean-Louis de Bédarieux dans l'Hérault. Restez d'ailleurs si vous voulez réintervenir, mais je voudrais donc évoquer cette loi anti-casseurs avec Pascal Brindaud, donc ex-député UDI. Rappelons donc possibilité d'inspecter les véhicules et les bagages aux abords des manifestations, interdiction de se dissimuler le visage, et puisqu'il n'avait pas été validé, interdire de manifester des personnes susceptibles d'être dangereuses. Vous, après cette décision du Conseil constitutionnel en 2019, Pascal Brindaud, vous aviez proposé autre chose. En fait, on avait travaillé à partir de la décision du Conseil constitutionnel un dispositif qui permettait au préfet, dans la légalité, dans le respect des dispositions constitutionnelles, d'empêcher, comme on l'avait pu le faire avec les hooligans un temps, d'empêcher quelqu'un, d'interdire quelqu'un d'un espace qui soit proportionné effectivement au risque de violence en fonction de son passé, de sa dangerosité connue. Bon, donc ça c'était passé à l'Assemblée nationale et ça avait été retoqué. Oui, ça avait été rejeté par la majorité En Marche à l'époque. Bon, Maître Mignard, ce que dit Pascal Brindaud, c'est envisageable, non? Vous allez peut-être Ça ne peut l'être que par décision des juges. Ouais. Ça ne peut être que par décision des juges qui considèrent à la suite effectivement d'un fait de violence commis dans une manifestation qu'une personne, par la réitération de ses actes, présente une dangerosité. Alors là, il faut travailler sur les conditions dans lesquelles, mais eux seuls, qui sont gardiens des libertés, peuvent restreindre au nom de la protection d'une autre liberté celle-ci. Donc c'était possible ce que proposait l'UDI alors. Tout dépend comment c'est écrit, mais rien n'est impossible à condition que ce soit des juges et que effectivement on pèse bien les intérêts qui sont là. La liberté de circulation, la liberté de manifestation et la protection physique des personnes. Parce que c'est de ça dont il s'agit avec les casseurs. C'est pas pour ennuyer la vie des casseurs qui ennuie la vie des autres. C'est pour protéger la vie des personnes et protéger la liberté des manifestants, qui deviennent otages un peu de cette histoire. Et otages, quelquefois, de choix de commandement de police, pardonnez-moi, monsieur Jacob, qui sont très vifs, très rapides et qui tiennent pas compte de la psychologie des foules. Ça, excusez-moi, c'est très important. Bon, d'accord, ça a le mérite d'être précisé. Pascal Brindaud, quand vous entendez Éric Dupond-Moretti dire bon, je vais travailler en proximité avec Gérald Darmanin sur ce projet de loi. On est tenté de dire il serait temps. Vous notez quand même que le côté justice et le côté police dans les ministères ont toujours du mal à travailler ensemble? Oui, alors moi ce que je retiens surtout, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations et malheureusement des faits de violence issus de petits groupuscules de casseurs, on remet sur la table le fait de trouver un arsenal juridique renforcé pour pouvoir lutter plus efficacement. Tant mieux si on peut avancer un jour sur le sujet, mais malheureusement, on est souvent dans l'effet d'annonce qui est une annonce sans effet par la suite. Moi, je suis à disposition du ministre, s'il le souhaite, pour travailler sur effectivement le dispositif qu'on avait échafaudé. Encore une fois, c'était à partir des attendus du Conseil constitutionnel. On avait vraiment voulu coller en fait le texte à ce que le Conseil constitutionnel avait dit dans son dans sa décision. C'était pour rester dans le cadre des lois de la République, tout simplement. Maître Mignard veut réagir à ce que vous veniez de dire. Pas spécialement ce que vous dites. Le sentiment. D'abord, il faut travailler en effet sur la décision du Conseil constitutionnel, qui est le dernier avis autorisé sur le sujet. Mais je vois, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'une loi pareille, ou s'il y a un dispositif juridique qui s'améliore, dans tous les cas, ça doit être fait avec les syndicats de police, les syndicats tout court qui manifestent, avec les associations, les syndicats de magistrats, etc. Une loi comme ça peut être utile, mais ça peut être explosif. Alors, elle se prépare. Ce que je veux dire... On nous refait le coup des retraites, c'est-à-dire vous n'avez pas discuté avec nous, c'est un peu ça. Donc il faut une loi, quand elle vient devant l'Assemblée sur des sujets aussi importants, il faut déjà qu'elle ait infusé, qu'on y acquiesce, qu'on y adhère. Sinon, ce ne peut être que de mauvaises voies. Évidemment. Denis Jacob, ça avance, ça vous avez pris au mot Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin? Alors... Moi, ce qui m'embête, et là aussi c'est une chose qu'on demande depuis des années, c'est que notre administration, comme les administrations françaises en général, sont très verticales. Et je trouve que ça manque de transversalité dans le traitement des questions de sécurité. Je pense qu'on aurait tout à gagner à avoir une grande
une plus grande part d'intervention des policiers en transversalité, parce que la réalité du terrain, ce sont les policiers de terrain qui la maîtrisent. Oui, c'est l'expérimentation. Et c'est eux qui peuvent faire remonter leur expérience, leur vécu, pour améliorer le dispositif. Sur la loi, moi je ne vais pas dire que je suis opposé, puisque c'est une loi que sur le principe je porte depuis des années au nom d'Alternative Police CFDT. Par contre, il ne faut pas que l'on considère, quand on dit loi anti-casseurs, tout de suite on voit une loi strictement répressive. Je ne pense pas qu'il faut prendre la loi... Elle est préventive en l'occurrence. Il faut qu'elle soit avant tout préventive, dissuasive, c'est-à-dire qu'elle permette de nous mettre à disposition des moyens d'anticiper en amont les attroupements et les violences qu'on a connues par des casseurs. Donc, par exemple, cette loi devrait pouvoir permettre à ce que ceux qui sont clairement identifiés comme étant des Black Blocs fichiers S notamment, soient obligés de venir pointer au commissariat avant d'aller participer à tel ou tel rassemblement, voire d'être interdit. Et puis je pense qu'au-delà de la loi franco-française, il faudrait peut-être voir aussi l'organisation de la coopération policière européenne. Ça, c'est très important, d'autant qu'on a vu que les Black Blocs venaient d'un petit peu partout parce que les Black Blocs, ils ne sont pas... Alors, il y en a en France, bien évidemment, mais c'est notamment en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas où on a une organisation, parce qu'on peut parler d'organisation Black Blocs, qui fait des stages de formation, on pourrait même dire des stages commando, pour venir sur des théâtres de manifestations, pour casser et s'en prendre strictement aux forces de sécurité pour essayer d'en tuer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu le 1er mai. En Allemagne, il y a des sanctions pénales beaucoup plus lourdes. Alors, Pascal Brindot, là, dans ce débat, donc, vous incarnez la partie politique. Je ne sais pas si vous avez pu écouter avant d'intervenir, mais il y avait des idées très précises, c'est-à-dire les drones, bon, ça a été expérimenté, c'est demandé. Les caméras sur les casques des forces de l'ordre. Et puis, ces armes qui permettent de mettre un signal visuel coloré pour avoir bien défini la personne. Bon, ça, ce sont des propositions concrètes. Comment les politiciens aujourd'hui n'entendent pas ça, Pascal Brindot ? Alors, pour beaucoup de ces dispositions, on est sur le domaine réglementaire et pas sur le domaine légal. Donc, c'est par l'intermédiaire, soit d'un décret ou d'autres dispositions que ces choses-là pourraient être mises en place. Ça se fait déjà dans certains cas, notamment le traçage ADN, mais il faut qu'il soit encore une fois complètement encadré pour ne pas être attentatoire aux libertés publiques et notamment. Oui, parce que ça c'est un vaste sujet. Si on pouvait utiliser un peu plus l'ADN, les policiers gagneraient 3/4 de leur temps dans les enquêtes. Donc ça, là. Mais bon, c'est un sujet qu'on avait commencé à étudier, qui est pour l'instant, je pense, resté dans quelques cartons ministériels. Ouais. Mais là, par exemple, bon, j'ai bien entendu, vous dites que ce sont des directives, mais qui fait appliquer ces directives alors ? Alors clairement, c'est le gouvernement, c'est de nature gouvernementale. D'accord, donc vous allez, vous, en tant que membre de l'UDI, par exemple, et d'autres, j'imagine, dire au gouvernement, lui mettre la pression pour dire il est temps de faire ça, aux côtés des syndicats qui veulent rencontrer aussi. Tout à fait. D'ailleurs, quand on a préparé la proposition de loi, on a fait un certain nombre de consultations, syndicats de police, de professionnels du droit, pour effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, à la fois être au plus près du terrain et être en conformité avec les dispositions constitutionnelles. Bon. C'est ça tout l'enjeu en fait. C'est quand même de volonté. Oui, c'est une question de volonté, j'ai l'impression. Oui. Et ensuite, c'est une question de sécurisation juridique du dispositif. C'est incroyable parce que là, depuis maintenant 45 minutes, nous avons parlé avec des commerçants, nous parlons avec un avocat, avec un policier, avec vous, politiciens, et j'ai l'impression que tout quand même a des chances de se régler assez vite si on part sur du bon sens. Denis Jacob, juste en 10 secondes, et après on revient bien sûr. Complètement. Et moi, ce que je regretterais toujours, c'est que, et M. Brindot le disait très justement, nous, on est régulièrement auditionnés à l'Assemblée nationale dans le cadre notamment du maintien de l'ordre. Je rappelle qu'après la manifestation des Gilets jaunes, on a été auditionnés. Nous, on a préconisé, Alternative Police CFDT, des modifications du schéma du maintien de l'ordre. Donc on a un nouveau schéma du maintien de l'ordre qui s'appelle le SNMO, et dans lequel on a préconisé, les traceurs chimiques, et une chose très importante, les traceurs chimiques, qui n'est pas encore mis en place dans les manifestations, c'est ce qui existe en Allemagne, c'est-à-dire des véhicules sonores et lumineux puissants qui permettent d'indiquer aux manifestants que nous allons intervenir, qu'il va y avoir des charges de CRS, justement pour que ceux qui n'ont rien à voir avec les casseurs ne restent pas sur place. Oui, voilà, c'est le principe de la sommation, mais à l'envers. Oui, aujourd'hui, la sommation, les manifestants ne l'entendent pas, c'est fait avec un mégaphone. Vous êtes à 2 mètres, vous l'entendez, vous êtes 30 mètres derrière, vous l'entendez pas. Et on entend plus fortement les insultes qui vous sont rendues que ce que vous envoyez par le porte-voix. Vous les entendez. Nous partirons à Toulouse dans un instant, parce qu'il reste un point de vue à avoir, c'est celui
celui des municipalités. Il y en a de la casse et ça coûte cher et il faut prendre là aussi des décisions. Restez bien avec nous, vous intervenez comme de nombreux auditeurs, 0826 300 300 sur Sud Radio. J'ai l'impression qu'on avance un petit peu, mais alors pourvu que nous soyons écoutés. Frédéric Brindel. Ils l'ont dit, ils réfléchissent. Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, réfléchissons à une nouvelle loi anti-casseurs. Bon, ça fait bien longtemps que les policiers, le monde de la justice, ça réfléchit à toutes ces questions. Et nous avons des solutions qui sont données ce matin, concrètes, par Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, par Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police et FDT. Nous avons parlé tout à l'heure avec les commerçants de Bordeaux. J'aimerais que nous parlions aussi avec un maire, et un maire ô combien prestigieux, celui de la si belle ville de Toulouse. Bonjour Jean-Luc Moudenc. Bonjour. Bon, nous avons parlé tout à l'heure avec les commerçants de Bordeaux sur le défraiement, sur la possibilité d'être remboursé sur la casse. C'est un petit peu ce que disent les municipalités là, parce que ça commence à faire beaucoup avec les dégradations dues aux casseurs sur les manifs. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup à la fois pour les collectivités. Nous, à Toulouse, on allait à quelques 400 000 euros de dégradation à la charge de la collectivité, du mobilier urbain, de la chaussée, des poubelles, divers équipements. Et puis, évidemment, il y a les dégradations qui affectent le secteur privé, les vitrines cassées, etc. Donc, effectivement, je pense que à un moment, face à cette ampleur, il faut se poser la question de l'indemnisation à la fois des collectivités et des entreprises privées victimes. C'est 400 000 euros, Jean-Luc Moudenc, pardon. C'est 400 000 euros. Est-ce que c'est sur la totalité jusqu'à présent des 14 journées, des 13 journées de mobilisation? C'est ça? Oui. Ouais. Oui. Et alors, quelles sont les grosses dégradations? Qu'est-ce qui coûte finalement le plus cher? Ça fait sourire de temps en temps, mais par exemple, une poubelle brûlée, ça coûte. Oui, surtout que c'est jamais une poubelle. En réalité, il y a beaucoup de poubelles qui ont été brûlées. Il y a du mobilier urbain, des abribus qui ont été cassés. Il y a des morceaux de chaussée, la chaussée en goudron, qui ont brûlé. On brûle les poubelles, ça brûle la chaussée. Voilà des exemples qui affectent directement la collectivité, c'est-à-dire qui portent atteinte à l'espace public. L'espace public, il n'appartient pas au gouvernement, il n'appartient pas à M. Macron. On se trompe de cible. Il appartient aux Toulousains, aux citoyens. Et c'est ça qui me scandalise. Oui, parce que les 400 000 euros, bien évidemment, il va falloir les rembourser. C'est avec les deniers publics. Et les indemnisations, finalement, ce sont les contribuables qui les font. Donc vous avez concrètement demandé au gouvernement d'être indemnisé. Quelle est l'évolution de l'échange? Vous êtes plusieurs municipalités, grandes municipalités, à avoir fait cette demande. Dont Paris. Dont Paris, oui. Moi, j'ai pas formalisé la demande. J'avais fait une telle demande auprès de l'État pour l'épisode précédent qu'on avait vécu. C'est l'épisode dit des Gilets jaunes. Ça avait duré longtemps à Toulouse. On avait été la ville la plus atteinte après Paris, à tel point que là, la facture s'est élevée à 8,5 millions de dégâts pour la collectivité. Et quand je vous donne ces sommes, 8,5 millions pour la période dite Gilets jaunes ou 400 000 euros pour maintenant, c'est bien évidemment des choses qui ne sont pas couvertes par une assurance. Donc j'avais effectivement fait cette demande, l'État n'avait pas accepté, et donc j'avais introduit une procédure devant la justice, et nous avons eu raison. Il y a quelques mois, la justice nous a accordé 2-3 millions, on était loin des... Oui, on est loin des 8. Des 8, c'était d'ailleurs plutôt 2 millions que 3. Simplement, l'État a fait appel de cette décision. Donc, voilà, c'est reparti pour un tour. Parce que il ne veut pas que cette décision puisse faire jurisprudence et que ça lui coûte beaucoup. Donc forcément, s'agissant de ce qui se passe en ce moment depuis quelques semaines, je ne peux pas réfléchir à cette question sans penser à ce précédent dossier dû à la période Gilets jaunes de 2019. Oui, c'est l'accumulation finalement. Bon, merci Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, d'avoir témoigné dans ce débat. On avait besoin du point de vue municipal. Merci encore à vous. Réaction, bien sûr, maître Mignard, déjà. 2 millions sur les 8, c'est pas cher payé, non ?
Non, c'est pas un problème de surpayer, c'est qu'il faut justifier. Ouais. On peut avoir 8 millions, mais on n'est pas toujours en état de fournir tous les éléments qui arrivent à cette somme. Mais si on justifie, clairement, c'est à l'État de payer. Oui, bien sûr. C'est à l'État de payer. C'est ce que la justice a décidé. Ouais. L'État refuse. Alors là, je trouve que je suis d'accord avec le maire de Toulouse, je suis d'accord avec la maire de Paris. Il n'y a aucune raison que les collectivités assument ce qui est le fait de l'État, y compris par une gestion de la sécurité publique qui n'a pas été efficiente. Je ne mets pas en cause du tout les policiers parce qu'eux, ils prennent des coups. Les manifestants aussi. Mais il y a un problème de l'État. C'est un problème politique de l'État. Mais c'est aux casseurs déjà de payer en fin d'année. Si les casseurs sont... Alors, très bien. Il faut être solvable. Non, mais vous posez Alors, vous êtes d'accord. Mais c'est aux casseurs. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait supporter aux casseurs? On peut faire supporter aux casseurs le bris d'une vitrine. On l'a vu, etc. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Bien. Maintenant, est-ce qu'on met sur le dos des casseurs, qui ne seront pas tant que ça, si même d'ailleurs, ils sont tous interpellés, l'ensemble des bris et dommages? On ne sera jamais payé, donc c'est pas peine de se raconter l'histoire. Mais vous voyez, il y a une autre question. Mais rentrons sur ce terrain-là, ça c'est vrai. Mais les collectivités territoriales ne doivent pas être exposées. Et les commerçants doivent être indemnisés. Alors ça, il faut être intransigeant. On en a parlé au début. Et pour conclure, Denis Jacob, un petit mot quand même. Il y a un moment où la question de la légitime défense se posera. Vos collègues, on pense à celui qui a été brûlé au 2e degré à Paris. Il y a un moment où vos hommes, ils vont se défendre. C'est malheureusement le risque, c'est que on a frôlé le pire au 1er mai avec un policier qui a été gravement brûlé au 2e degré au visage et au corps, et que malheureusement, je crains que nous atteignions l'irrémédiable, à savoir un policier tué, et là, effectivement, il n'y aura pas de questions sur telle ou telle appartenance syndicale. Il y aura unité syndicale pour aller dire non dans la rue cette fois, et c'est les policiers qui iront dans la rue pour dire stop, ça suffit, nous ne sommes pas de la chair à canon et nous ne sommes pas policiers pour se faire agresser, pour se faire insulter, pour se faire tuer. Donc effectivement, je lance cet appel, comme d'autres syndicats, au gouvernement actuel, mais au gouvernement passé, qui doivent prendre conscience aujourd'hui en tant que parti politique de la situation, et ceux qui viendront peut-être demain, de régler cette problématique, et que on ne peut pas demander aux policiers de régler tous les maux de la société si on n'a pas un gouvernement qui derrière lui donne les moyens et la capacité de le faire. Et puis un gouvernement qui gouverne bien aussi. Et il faut conclure, Maître Mignard. J'en profite pour vous remercier, vous, Maître Mignard, vous, Denis Jacob. Et puis, je pense qu'on a peut-être fait avancer un petit peu le débat, je l'espère, sur Sud Radio, avec vous les auditeurs au 0826 300 300. Vous continuez d'ailleurs d'intervenir, mais nous avons eu un maire, nous avons eu un député, un ex-député, nous avons eu aussi des commerçants, bref, tout le monde a son idée et tout le monde a bien compris qu'il y avait des solutions évidentes. Prenons-les. Allez, merci encore. Vous pouvez toujours réagir au 0826 300 300 Sud Radio. Frédéric Brindel. Encore un appel, encore un cri d'alarme, celui des TPE et des PME, les petites entreprises, les moyennes entreprises, qui demandent à voter des tarifs réglementés de l'électricité. Dans une tribune, les dirigeants appellent les parlementaires à voter le retour de ces tarifs réglementés. C'est ce qui nous amène à notre thème maintenant. Nous allons parler avec René Hans, chef d'entreprise, créateur de Capital Initiative, qui est un fonds pour aider des PME en difficulté de trésorerie. Bonjour René Hans. Bonjour. Alors, je rappelle que Capital Initiative vient en aide aux TPE, PME, avec un système de solidarité, d'entraide. Et vous dites aujourd'hui, à la limite, on est débordé, notamment à cause de ces prix de l'électricité. Bientôt la fin du bouclier, c'est ça? Non, on est déjà très mal. On est déjà très mal. Pourquoi? Parce que Capital Initiative est un fonds de solidarité PME. Nous finançons des entreprises in bonis qui connaissent des difficultés de trésorerie. Mais ces entreprises, je l'ai bien dit, elles doivent être in bonis. Ceux qui viennent aujourd'hui nous appeler au secours, c'est tout simplement qu'ils ont reçu une facture d'électricité de 17 000 euros qui n'ont pas les moyens de payer. Je dis 17 000 euros pour un mois. Et pour eux, on ne peut rien faire. On a vu dans la presse, on en parle de façon épisodique. Et ce qui est dramatique d'ailleurs, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés, parce que les changements de tarifs vont s'opérer sur les 5 ans. Et comme ils ont tous la tête dans le guidon,
ils savent pas encore ce qui les attend et qui va les condamner à mort. On a vu quelque part dans le Doubs, je crois, la presse appelait au secours en disant, écoutez, voilà un boulanger qui a payé 15 000 € d'électricité, on va cotiser pour l'aider. C'est terrible. Ils l'aideront à payer une facture, mais le mois prochain, ils ne l'aideront plus. Ce qui est fait là, c'est le problème de tarif EDF, qui paraît-il, EDF sort toujours au même prix. Le prix a augmenté parce qu'on a signé des conventions avec l'Europe. On est en train de faire mourir les entreprises. Alors vous prenez par exemple l'exemple, enfin oui, c'est le cas de le dire, d'un hôtel de 10 chambres qui passe d'une facture de 4 000 à 48 000 € par mois. Cette entreprise, elle est condamnée, vous dites, hein? Bien sûr, comment vous voulez, avec 10 chambres, vous divisez 48 000 par 10, ça fait 4 800 € par chambre. Quand une chambre se loue 100 € par jour, ça fait 3 000 € par mois. Comment tu veux payer que l'électricité, t'es tout seul, 48 000 €? C'est une honte. C'est une honte. Alors, je reprends certains de vos chiffres, hein, c'est très intéressant. Vous avez repris une étude d'Antares, 42 500 défaillances en 2022, dont 12 256 au 4e trimestre. La France enregistre la plus forte hausse des défaillances jamais connues, avec, tenez-vous bien, 49,9%. Mais la réalité n'est pas encore là. Toutes ces entreprises, aujourd'hui, je contacte mes amis experts comptables, on nous dit bien que la réalité, aujourd'hui, le problème, c'est que ces entreprises ne connaissent pas leur prix de revient. Ils font des prix, notamment des promoteurs. Ils ont vendu leur appartement il y a 1 an, qu'ils vont livrer dans 6 mois, mais les prix ont tellement changé qu'ils vont vendre à perte. Et ils ne savent pas qu'ils vendent à perte. Ce matin, j'étais chez mon garagiste, qui me dit qu'il y a 2 problèmes nouveaux. Lorsque je fais un devis, entre le moment où je fais le devis et le moment où je fais la facture, il y a déjà une différence dans les prix d'acquisition de mes pièces. Deuxième chose nouvelle aussi, et les Français s'appauvrissent à cause de l'inflation, dont EDF dont l'électricité est une source importante, c'est un coût du prix de manière générale. Très fort, oui. Mais ses clients lui disent, monsieur, je vous paye en 3, 4, 5 chèques. Parce que les gens n'ont plus le moyen de payer une révision automobile. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus de... Effectivement. Bon, alors ce qui est intéressant aussi, donc les auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas, hein, si vous êtes confrontés à ce problème, 0826 300 300. Mais continuons donc avec René Hans, le créateur de Capital Initiative. Vous avez récemment évoqué avec Loïc Le Floch-Prigent, un ancien grand dirigeant, la question de la politique énergétique française. Parce qu'évidemment, on peut repousser le bouclier, mais là, il est urgent de réfléchir. Et vous proposez bien sûr l'option nucléaire à fond. Non, écoutez, c'est un domaine qui n'est pas le mien. J'ai bien fait venir Le Floch-Prigent à Mulhouse, qui a bien expliqué où était le problème. EDF produit toujours à 50 € le mégawatt et c'est vendu à des prix énormes par des distributeurs. On ne sait pas où va la différence. Ce qui est dramatique, c'est que de nombreuses entreprises, vous avez tout à fait évoqué les statistiques du passé. Et j'étais en train de vous dire que le mal vient maintenant parce que les entrepreneurs ne savent pas qu'ils vendent à perte. Ils ne connaissent pas leur prix de revient. Et là, ils vont mourir en grand nombre. Et je rappelle toujours que le Français qui crée son entreprise, il crée son emploi. Ce sont des très petites structures. Et le boulanger qui ferme, ça ne dérange pas nos ministres, puisque dit j'en ai autant qui ouvrent que ceux qui ferment. Mais par contre, celui qui ferme l'entreprise, il perd son entreprise, son travail, son honneur, il va être mis à la rue et la banque, parce que quand je ferme l'entreprise en liquidation, on viendra me chercher pour les cautions que j'ai données, souvent cautions hypothécaires sur la maison, ils vont se retrouver à l'u. C'est un massacre. Et là, oui, effectivement, ça devient kafkaïen. Ça devient kafkaïen. Juste quand même, pour revenir sur cette histoire de bouclier tarifaire destiné alors uniquement déjà à certaines TPE, celles de moins de 10 salariés, un chiffre d'affaires, un total bilan annuel inférieur ou égal à 2 millions d'euros, ça, bon, c'est pareil, les restrictions, elles sont quand même assez costaudes, hein. Elles sont costauds et souvent les 36 mégawatts, on ne passe pas dedans. C'est quand même ridicule ce tarif-là qu'il a mis. Quand une entreprise de 10, s'il a une femme de ménage dans ses effectifs, si demain il va prendre une entreprise de nettoyage, il est en dessous de 10. Ouais. C'est ridicule. Et ce qui est étonnant, hier, l'Assemblée nationale a voté une loi qui dit ce bouclier est étendu à toutes les entreprises de moins de 250 salariés. C'est encore un effet d'annonce. Parce que quand je dis 250 salariés, ce ne sera sans doute pas toutes. Puisque le gouvernement était contre cette loi, il va tout faire pour éliminer le plus grand nombre. Il mettra des nouvelles conditions, chiffre d'affaires, effectifs et puissance d'arrivée, qui vont tout à fait fausser la donne.
La situation est dramatique, je dis à tous, nous dansons sur le Titanic et ce gouvernement, et c'est-à-dire d'une manière générale, les médias, personne ne sait que c'est que l'économie française avec 93% d'entreprises qui ont moins de 10 salariés. Je le répète. Oui, en plus, on le rappelle, le nombre de petites et moyennes entreprises est considérable et forme le tissu, une grosse partie du tissu économique. Concrètement, pour terminer, René Hans, qu'est-ce que vous proposez? Que faut-il faire? Mais le président le dit bien, et haut et fort, il faut revenir au tarif de 2021 pour l'électricité. Sinon, la France entière va s'appauvrir. Va s'appauvrir. Bon, ok. Merci à vous, René Hans. On le rappelle, hein, Capital Initiative, vous venez en aide aux TPE et PME. Capital Initiative, qui est un système de solidarité et d'entraide. Et on l'a bien compris avec ce cri d'alarme que vous portez aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. Il y a urgence et la situation est particulièrement étouffante. Merci à vous. Dans un instant, nous évoquons l'un des pays qui est au cœur de l'actualité du moment. Le 14 mai prochain, les élections présidentielle en Turquie. Recep Tayyip Erdogan n'est pas du tout sûr de gagner et l'avenir de la Turquie et donc les équilibres mondiaux sont en question. Nous en parlons dans un instant. Frédéric Brindel. Une élection présidentielle qui pourrait peut-être changer la face du monde. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan, quasiment 20 ans au pouvoir. La présidentielle arrive le 14 mai prochain. Il n'est pas sûr d'être réélu. Nous avons avec nous un spécialiste, Kattar Abou Diab, politologue, consultant géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand je dis que les équilibres mondiaux sont en question, déjà il faut rappeler le rôle crucial aujourd'hui que joue la Turquie dans plein de conflits, notamment celui de l'Ukraine. La Turquie, c'est un pays central, c'est la porte sud de l'Europe. La Turquie, c'est membre de l'OTAN, mais Erdogan joue un double jeu entre l'OTAN et la Russie. Et donc, ces positionnements de la Turquie intéressent le monde. La Turquie est impliquée pas seulement dans le conflit en Ukraine, dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans le Caucase, dans le conflit d'Irak et de la Syrie. Donc, la Turquie, c'est un pays important. Et pour cela, donc, tous les yeux maintenant sont rivés vers ces pays. Évidemment, parce que bon, il s'est présenté comme un fin diplomate et un fin négociateur. Ça, c'est une première chose. En revanche, son peuple aujourd'hui doute de ses qualités. Inflation à 112%, les fameux 55 000 morts lors du séisme du 6 février, où il a été accusé de ne pas pouvoir gérer. Il y a aujourd'hui une défiance à Recep Tayyip Erdogan à l'intérieur de la Turquie. Oui, il y a une défiance, elle est sur une corde raide. Erdogan, il est usé par le pouvoir, plus ou moins. Ça fait plus de deux décennies au pouvoir en Turquie. Au début, son parti, les partis conservateurs islamistes, a fait des réussites économiques, mais depuis 2014, c'est l'échec total. La livre turque est en baisse vertigineuse. Et lui, il y a beaucoup de corruption en Turquie, corruption systématique. Et lors de ces séismes, on a découvert un manquement aux responsabilités de la part dans tous les systèmes urbains en Turquie, surtout dans le sud-est. Oui. Et avec toutes les autres aussi manœuvres et toutes les aventures d'Erdogan, il y a beaucoup de Turcs donc qui se sont séparés de lui, mais ils restent populaires. C'est-à-dire, ce serait... C'est ça, c'est-à-dire que... Une élection en dents de scie, une élection vraiment très serrée. Oui, très indécise, parce qu'il y a notamment cette renommée qu'il a sur le champ international, alors en positif ou en négatif, mais en tout cas cette renommée existe. Alors Kattar Abou Diab, il y a aussi quand même un autre problème de taille, c'est que visiblement il est malade, il a notamment été obligé de mettre fin à une interview en direct l'autre jour à la télévision. Oui, il est malade et c'est vrai qu'on dit qu'il y a une rumeur qu'il est malade d'un cancer de côlon depuis 2011. Mais dans son palais somptueux d'Ankara, qui rappelle les palais des sultans, apparemment il a installé un hôpital très moderne qui dépense beaucoup d'argent pour survivre. Et on sait bien que le pouvoir veut servir les hommes malades. On a beaucoup d'expérience à travers le monde et Erdogan a utilisé ces problèmes de santé pour attirer plus de popularité
Et dans les derniers jours avant les élections, il continue les annonces spectacles comme l'annonce... Oui, il fait des cadeaux à tout va, hein, c'est des cadeaux, ouais. Des cadeaux. Avant-hier, il a annoncé la découverte d'un nouveau puits de pétrole qui produit 100 000 barils par jour aux côtés des frontières avec l'Irak. Il tente par tous les moyens de rester au pouvoir. Et il y a beaucoup de Turcs qui doutent qu'il pourrait faire des élections non intègres et qu'il pourrait corrompre pour rester au pouvoir, quoi que l'on soit le prix. Oui, alors évidemment, nous allons parler de l'opposition dans un instant, mais la question c'est est-ce que finalement Erdogan accepterait une défaite? En 2019, il avait fait annuler des élections, mais c'était au niveau municipal par rapport à son clan. Il y a cette question aussi de l'acceptation du vote démocratique. Oui, on a beaucoup d'exemples à travers le monde. L'exemple récent de Donald Trump et d'autres personnes. Mais avec Erdogan, même, on a des doutes sur ce qu'on appelait le coup d'État de 2016. Est-ce que ce coup d'État existait ou non? Donc Erdogan, il pourrait... mais il y a un risque en Turquie. Il y a un risque pour la démocratie turque. La démocratie turque, donc, traverse maintenant un cap difficile. Car dans le cas de non-acceptation des résultats, il y a un grand problème. Il y a un autre problème dans le cas où les élections présidentielles et les élections législatives ne donnaient pas la même majorité. Donc, dans tous les cas, apparemment, il y a beaucoup d'attentes. Et comme je disais, que ce sont des élections indécises. Oui, indécises, ouais, effectivement. Depuis longtemps, on n'a pas eu des élections pareilles. Alors, l'opposition, justement, elle paraît solide et à la fois un peu difficile à cerner. Il y a un candidat, Kemal Kılıçdaroğlu, qui a une coalition derrière lui. Alors, évidemment, ça paraît très impressionnant, mais il y a beaucoup de partis qui sont assez opposés. Donc, va-t-il y avoir vraiment union? Et puis surtout, est-ce que le gouvernement ne va pas mettre de la pression sur chacun des opposants différemment? Le principal opposant à Erdogan, c'est un homme très expérimenté. Il est chef du parti kémaliste, le parti d'Atatürk, le parti laïque. Le fondateur Atatürk, le fondateur de la Turquie. Le fondateur de la Turquie moderne. Et pour cela, donc, et en plus, il a osé déclarer qu'il n'est pas sunnite, mais qu'il est alaouite, et en plus, il a des origines kurdes. Il n'a pas osé parler de ces... Et pour cela, donc, il a une popularité aussi tenace, mais donc, Erdogan et surtout les islamistes d'un côté et les nationalistes chauvinistes turcs de l'autre tentent de la battre en dernière minute. Oui. Mais sa coalition, elle est solide. Sa coalition, elle est solide pour le moment. Et donc, je pense que c'est une chance pour l'Europe, pour le monde occidental. Vous dites que c'est une chance, oui. Si jamais il passe, ça permettrait peut-être d'assainir les relations avec la Turquie, notamment avec l'Union européenne? Je pense que ça permet d'assainir les relations avec la Turquie, les relations avec les États-Unis, mais ça pourrait aussi faire plus de risques dans d'autres, à l'intérieur de la Turquie à cause de la montée, à cause de la non-acceptation par Erdogan d'un tel résultat. Et ça pourrait effectivement avoir des conséquences terribles. Merci beaucoup à vous, Kattar Abdou Diab. Vous êtes politologue, consultant en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. La Turquie qui fait l'actualité, vous l'avez vu dans vos hebdomadaires, Le Point, L'Express, etc. etc. Oui, l'enjeu est considérable et sur Sud Radio, nous suivrons tout ça. L'élection présidentielle, c'est le 14 mai prochain. Merci à Joseph Ruiz de m'avoir aidé à préparer cette émission. Il était accompagné d'ailleurs de Naomi Cohen. Merci à la réalisation, à Jamel Abdelhak. Voilà, je vais le prendre dans le bon sens, cher Jamel. Tout de suite, la parole à André Berkoff.